Vous savez, il existe des nuits après lesquelles on n'est plus le même. Tu es assis là, tu regardes l'horloge, et les aiguilles semblent collées. 23h45. La télévision marmonne des bêtises sur l'année qui s'achève. La salade niçoise refroidit sur la table. Le champagne s'est couvert de buée. Et tu es seul. Ma femme avait promis d'être là pour 23h. Puis elle a écrit « Je suis retenue, les copines ne me laissent pas partir. » Ensuite, « J'arrive bientôt. » Et puis le téléphone s'est tu. Et voilà que les cloches sonnent. Je lève ma coupe dans une pièce vide, tandis que dehors, les feux d'artifice explosent comme une moquerie. Et là, la porte s'ouvre. Elle se tient sur le seuil, trempée, tremblant de partout, ses collants déchirés, et un regard comme si elle avait vu quelque chose d'effrayant. Je ne savais pas encore à ce moment-là que cette nuit allait tout bouleverser, que je regretterais chacun de mes mots, et que la vérité serait bien différente de celle que je m'étais imaginée. Vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité, où chaque récit vous plonge dans les zones d'ombre des relations humaines. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. Cette histoire va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde, car derrière chaque mensonge se cache une vérité encore plus troublante. Je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans. Je travaille comme électricien dans une usine d'une petite ville près de Lyon. Un type ordinaire, rien de spécial. J'ai fait mon service militaire autrefois, puis je suis revenu à la vie civile, je me suis marié. Avec Julie, ça fait déjà 12 ans qu'on est ensemble. Elle travaille dans une pharmacie. Elle a un caractère difficile, rusé, têtu, mais je l'aime. J'aimais, du moins, jusqu'à cette nuit-là. Le 31 décembre a commencé normalement. Dès le matin, j'ai arrangé le sapin. Il est artificiel, déjà vieux, mais on n'a pas le cœur de le jeter. Julie s'affairait dans la cuisine, coupait les salades, fredonnait quelque chose. Je la regardais et je pensais « Tout va bien. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus ?» Je lui ai coupé du saucisson pour la salade niçoise. J'ai reçu une tape sur la nuque parce que les morceaux étaient irréguliers. Un matin ordinaire. Bref, vers midi, elle s'est préparée, elle a dit qu'elle devait passer chez son amie Chloé. Celle-ci préparait quelque chose pour la soirée commune, il fallait l'aider. Je n'ai pas protesté. J'ai juste demandé si elle serait bien de retour pour 22h. Elle m'a embrassé sur la joue, a dit que oui, bien sûr, et s'est envolée. La porte a claqué, l'appartement est devenu silencieux. J'ai allumé la télévision, ouvert une bière et me suis affalé sur le canapé. Vers 19h, j'ai appelé pour savoir à quelle heure l'attendre. Julie a répondu d'un ton joyeux. On entendait des rires et de la musique en fond. Elle a dit que tout était prévu, qu'elle partirait bientôt. À 20h, elle a écrit « Un peu en retard, Chloé m'a convaincu de rester pour le thé. » À 21h, « Je pars maintenant. » À 22h, silence. J'ai appelé une fois, 2 fois, 3 fois. Ça sonne, mais personne ne décroche. J'ai envoyé un message, lu, mais pas de réponse. J'ai dressé la table, disposé les assiettes, 2 couverts, des bougies, une bouteille de champagne dans un seau à glace, tout comme elle aime. Je me suis assis et j'ai attendu. Les minutes rampaient comme des escargots sur du verre. Dehors, il faisait nuit. La neige commençait à tomber. D'abord rare, puis de plus en plus dense. Le réverbère dans la cour se balançait au vent, projetant des ombres saccadées sur les congères. Quelque chose de désagréable a commencé à se nouer dans mon ventre. Pas encore de la peur, mais un pressentiment. Vous savez, ça arrive. En apparence, rien ne s'est passé, mais on sent au fond de soi que ça va mal tourner. Je me suis versé de la vodka, je l'ai bu d'un trait, j'ai mangé un cornichon, puis un autre verre. Le téléphone restait muet. J'ai appelé Chloé directement. Elle n'a pas décroché tout de suite. Sa voix était joyeuse, un peu éméchée. J'ai demandé si Julie était là. Chloé a été surprise. Elle a dit que Julie était partie depuis 20h. Comment, depuis 20h? Mais elle m'avait écrit qu'elle ne partait qu'à 21h. Chloé a hésité. Elle a dit qu'elle s'était peut-être trompée sur l'heure. C'est la fête après tout. Elle m'a souhaité une bonne année et a raccroché. Je restais assis, fixant bêtement le téléphone. Donc Julie avait menti. Il y a 3 heures, elle était partie de chez son amie, mais elle n'était pas rentrée à la maison. Ou alors elle était rentrée, mais pas ici. Des pensées ont commencé à m'envahir, du genre qu'on voudrait vomir avec la vodka. À 23h15, un message est arrivé. « J'arrive bientôt, ne t'inquiète pas. »
J'ai répondu brièvement que j'attendais, mais à l'intérieur, ça bouillonnait déjà. C'est quoi ce bordel, pensais-je? Le nouvel an, le seul vrai jour férié de l'année, et elle traîne on ne sait où. Où était-elle pendant ces 3 heures? J'ai rappelé encore, elle a rejeté l'appel. J'ai écrit, pas de réponse. J'arpentais la cuisine, fumant cigarette sur cigarette. Heureusement qu'elle ne me voit pas. Fumer à la maison est interdit, mais là, je m'en fichais. Une boîte de petits pois vide me servait de cendrier. J'ai accueilli minuit, seul. Le président disait quelque chose sur les réalisations et les projets. Je n'écoutais pas. J'ai ouvert le champagne, la mousse a débordé sur la nappe, je l'ai essuyé avec la main. J'ai bu au goulot, je n'ai même pas pris de coupe. À quoi bon? Dehors, une explosion a fait trembler les vitres. Les voisins lançaient des feux d'artifice. Je me tenais à la fenêtre et regardais les éclats multicolores, et dans ma tête tournait une seule pensée. Où est-elle? Puis la colère est montée, une vraie colère d'homme, celle qui fait serrer les poings et donne envie de casser quelque chose. 12 ans ensemble, pensais-je. 12 ans que je me tue à la tâche dans cette foutue usine pour qu'on ait un appartement, une voiture, pour qu'elle m'ait pas à économiser sur les fringues. Et elle, la nuit du Nouvel An, elle est Dieu sait où, avec Dieu sait qui. À 0h20, la porte de l'immeuble a claqué. J'ai entendu des pas dans l'escalier, irréguliers, trébuchants. Puis des gestes maladroits avec la serrure. La clé n'arrivait pas à entrer dans le trou. Enfin, la porte s'est ouverte, et Julie est apparue sur le seuil. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle était sans bonnet. Ses cheveux mouillés collés à son front, à ses joues. Son manteau était déboutonné, son écharpe pendait de travers, une extrémité traînant par terre. Elle s'est appuyée contre le chambranle et m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Ses yeux étaient vides, déconcentrés, ses jambes tremblaient. C'était visible même dans la pénombre de l'entrée. J'ai demandé où elle était et pourquoi elle était dans cet état. Ma voix était calme, même trop. Ça arrive quand à l'intérieur tout bout, mais qu'à l'extérieur il y a une croûte de glace. Elle a dit que tout allait bien, qu'elle avait juste froid. Sa voix était brisée, ses dents claquaient. Je me suis approché et j'ai vu que ses collants étaient déchirés au genou droit, un trou de la taille d'un poing, et sur sa joue, du mascara étalé, des traînées noires jusqu'au menton. J'ai demandé ce qui s'était passé. Elle a balayé ça d'un geste, a dit qu'elle avait glissé, qu'elle était tombée dans un banc de neige, rien de grave. Je voulais la croire. Honnêtement, je voulais. Je me suis dit, bon, ça arrive le verglas. Elle a bu un verre de trop, elle s'est vautrée, ça peut arriver à n'importe qui. Mais ensuite, elle a enlevé son manteau et l'a accroché au porte-manteau. Elle s'est retournée dos à moi et j'ai vu. Sa jupe était relevée et rentrée de travers, maladroitement, comme dans la précipitation. Et en dessous, rien. Elle avait des collants, mais pas de sous-vêtements. Des collants déchirés sur la peau nue. Je restais figé, comme pétrifié. Dans ma tête, c'était le vide et un bourdonnement, comme si quelqu'un avait éteint toutes mes pensées d'un coup. Puis ça s'est rallumé, et une vague m'a submergé. Une vague brûlante de colère, de peine, de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Quelque chose à l'intérieur s'est brisé avec un craquement silencieux. J'ai demandé doucement où étaient ses sous-vêtements. Ma voix n'a pas tremblé, même si tout tremblait à l'intérieur. Elle a tressailli, a regardé vers le bas, et une expression d'horreur est apparue sur son visage. Pas de la peur face à ma question, mais de l'horreur, comme si elle venait seulement de le remarquer. Elle s'est agrippée à sa jupe des 2 mains, l'a tirée vers le bas, a marmonné quelque chose sur le fait qu'elle ne comprenait pas, qu'elle avait dû les perdre en tombant. J'ai demandé comment on pouvait perdre sa culotte en tombant dans un banc de neige. Ma voix s'était durcie. Elle s'est mise à pleurer, n'a pas répondu. Elle restait là, à pleurer, étalant encore plus son mascara. Ses épaules tremblaient, des sons étouffés sortaient de sa gorge. Et je la regardais sans la reconnaître. Ma femme, ma Julie, avec qui nous avions tant partagé, se tenait devant moi, me mentait en face et sanglotait. Je me suis retourné et je suis parti dans la cuisine. Je me suis versé de la vodka, je l'ai bu. Mes mains tremblaient tellement qu'une partie s'est renversée sur la table. Derrière moi, j'entendais ses pas. Plus de bruit de l'eau dans la salle de bain. Elle s'est enfermée là-dedans longtemps, et moi je restais assis à regarder la fenêtre noire dans laquelle se reflétait la cuisine, le sapin avec sa guirlande clignotante, la salade niçoise refroidie et ma propre silhouette déformée. La nouvelle année avait commencé.
Magnifiquement commencé, rien à dire. J'ai passé la nuit sur le canapé du salon. Pas parce qu'elle m'avait demandé de partir. Je ne pouvais tout simplement pas me coucher à côté d'elle. Rien que l'idée de me retrouver avec elle dans le même lit me donnait la nausée. J'étais allongé sur le dos, je fixais le plafond. J'écoutais derrière le mur comment elle se retournait. Impossible de fermer l'œil. Dans ma tête tournaient des images, chacune pire que la précédente. Des mains étrangères sur son corps, des rires, des chuchotements, des draps froissés. Je chassais ses pensées, mais elles revenaient encore et encore. Vers le matin, je me suis assoupi d'un sommeil lourd, sans rêve. Je me suis réveillé au bruit de la vaisselle. Julie faisait du bruit avec la bouilloire dans la cuisine. Dehors, c'était gris, nuageux. La neige s'était arrêtée. Je suis sorti, me suis assis à table sans dire un mot. Elle a posé devant moi une tasse de thé, sans me regarder dans les yeux, a demandé s'il allait prendre son petit déjeuner. J'ai dit que je n'avais pas faim. Elle s'est assise en face, a serré sa tasse entre ses paumes. Ses doigts tremblaient encore un peu. Nous sommes restés silencieux pendant 5 minutes. L'horloge murale faisait tic-tac, le réfrigérateur ronronnait. Quelque part derrière le mur chez les voisins, de la musique jouait. Il finissait de fêter. Puis je n'ai pas tenu. J'ai demandé directement si elle comptait expliquer ce qui s'était passé hier. Elle a levé les yeux, et j'ai vu qu'ils étaient rouges, gonflés, avec des vaisseaux éclatés. Visiblement, elle non plus n'avait pas dormi. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé. Elle était chez Chloé, puis elle est sortie, a décidé de marcher à pied pour prendre l'air. Elle avait un peu bu, la tête tournait, elle a glissé quelque part, elle est tombée. Après, elle se souvient mal. Je l'écoutais et je sentais monter en moi une irritation sourde. Ce n'était même pas un mensonge, c'était une excuse pitoyable. Une personne tombe dans un banc de neige et perd ses sous-vêtements. Comment est-ce même possible? Physiquement, techniquement, comment? J'ai posé cette question à voix haute. Elle a hésité, a commencé à dire quelque chose sur l'élastique qui était lâche, qui s'était peut-être accroché à quelque chose, qu'elle ne se souvenait pas. Elle a dit que c'était peut-être le choc de la chute, du froid, de l'alcool. Tout s'était mélangé. Elle m'a demandé de ne pas insister. Elle a dit qu'elle avait elle-même peur et qu'elle se sentait mal. J'ai demandé pour Chloé, si je pouvais l'appeler pour vérifier les détails. Julie a sursauté, comme si je l'avais électrocutée. Elle a dit qu'il ne fallait pas, qu'elle ne voulait pas la mêler à ça. Chloé n'avait rien à voir là-dedans. Cela n'a fait que renforcer mes soupçons. Si tout était si innocent, pourquoi se cacher? Le 1er janvier s'était tiré à l'infini. Nous restions dans des pièces séparées, nous croisant rarement dans le couloir ou la cuisine. Nous parlions par monosyllabes, seulement pour l'essentiel. J'ai allumé la télévision. Un vieux film passait, mais je ne regardais pas. J'avais juste besoin d'un bruit de fond pour étouffer mes pensées. Ça ne marchait pas. Vers le soir, les murs ont commencé à m'étouffer. Je me suis habillé et je suis sorti, disant que j'avais besoin de prendre l'air. Julie n'a pas protesté. Elle a juste hoché la tête sans lever les yeux de son téléphone. « Tiens, à qui est-ce qu'elle écrit ?» me suis-je demandé avant de me reprendre. « Arrête de te monter la tête. » Dans la cour, c'était vide et silencieux. La neige fraîche scintillait sous les réverbères. L'aire de jeu était abandonné, seules quelques traces de pas étaient visibles. J'ai allumé une cigarette, adossée à la clôture. L'air froid brûlait mes poumons, mais c'était presque agréable, au moins une sensation de réalité. Près de l'entrée, sur un banc, était assis Monsieur Dubois, un voisin du 5e étage, un homme d'une 60aine d'années, l'observateur permanent de la cour. Été comme hiver, par tous les temps, il est toujours là. Il surveille tout. Il sait tout sur tout le monde. Le journal vivant de notre immeuble. Il m'a souhaité de bonnes fêtes, a demandé comment nous avions célébré. J'ai marmotté quelque chose de vague, du genre « normalement ». Monsieur Dubois a tiré sur sa cigarette infecte, a plissé les yeux d'un air rusé et a dit qu'il avait vu ma femme hier. Vers minuit, dit-il, elle traversait la cour du côté du bois. Seule, pressée, elle courait presque. Il s'était même demandé ce qu'elle faisait de ce côté-là à une heure pareille, un jour de fête. J'ai été comme frappé par la foudre, du côté du bois. Chloé habite dans la direction opposée, au centre-ville, là où il y a les immeubles et les magasins. Et le bois, c'est en périphérie. Il y a des maisons individuelles, des garages, des terrains vagues. La nuit, les gens normaux n'y vont pas.
J'ai demandé s'il était sûr que c'était ma femme. Monsieur Dubois a haussé les épaules, a dit qu'il s'était peut-être trompé. Il faisait noir, il n'y avait qu'un réverbère, mais il a décrit un manteau gris, long, avec de gros boutons noirs et une écharpe rouge. C'est son manteau, 100%. C'est moi qui le lui ai acheté pour son dernier anniversaire. J'ai remercié Monsieur Dubois, j'ai fini ma cigarette et je suis rentré. Dans ma tête, ça cognait, comme si quelqu'un me frappait les tempes avec un marteau. Le bois. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Avec qui? Je suis rentré le visage de Pierre. Julie était assise dans le salon, regardait un film à la télévision. S'est retournée au bruit de la porte, a souri péniblement, a demandé si j'avais bien profité de ma promenade. Je me suis assis à côté d'elle, je suis resté silencieux, je regardais l'écran sans rien voir. Puis j'ai demandé directement pourquoi elle était passée par le bois. Elle a pâli. J'ai vu la couleur quitter son visage en une seconde. Elle a commencé à dire qu'il n'y avait pas de bois, que j'inventais, que le voisin s'était trompé. J'ai dit que Monsieur Dubois avait décrit son manteau dans les moindres détails. Elle s'est tue, s'est mordue la lèvre jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Puis elle a sorti une nouvelle version. Elle a dit qu'en revenant de chez Chloé, elle avait pris un raccourci par le parc du centre. Pas le bois, le parc municipal ordinaire. Elle avait coupé par là, elle voulait arriver plus vite. Je l'ai regardée comme si elle était idiote. Je lui ai rappelé que le parc municipal était dans la direction opposée de chez nous. Si on vient de chez Chloé vers chez nous, il faut faire un détour exprès pour passer par là, pas un raccourci. La géographie est simple, on ne peut pas la tromper. Elle s'est complètement embrouillée, a commencé à sangloter, a dit que je l'interrogeais comme une criminelle, qu'elle se sentait si mal, m'a supplié de la laisser tranquille. Elle s'est levée et est partie dans la chambre en claquant la porte. Je suis resté assis seul. À l'écran, les personnages d'une comédie riaient et s'embrassaient, heureux, insouciants. J'ai failli vomir à cause du contraste. Je me suis allongé ensuite sur le canapé et j'ai réfléchi. Les versions s'assemblaient comme un puzzle et l'image était pourrie. Ma femme ment, se contredit dans ses déclarations comme une vraie criminelle lors d'un interrogatoire. Elle était quelque part, un endroit qu'elle ne veut pas avouer. Elle est rentrée sans sous-vêtements, échevelée, effrayée. Qu'est-ce que ça peut signifier? Il n'y avait pas beaucoup d'options, et toutes me coupaient le souffle. Je me suis soudain souvenu de Pierre. Pierre Moreau, un ami de la famille, on avait travaillé ensemble à l'usine autrefois. Un type joyeux, un blagueur, l'âme de la fête. Il y a 3 ans environ, il avait démissionné, ouvert sa petite entreprise, réparation d'électroménager. Il répare des machines à laver, des réfrigérateurs, des micro-ondes. Il gagne plutôt bien sa vie apparemment. En tout cas, il a changé de voiture récemment. Pierre avait toujours été charmant. Il savait faire des compliments, plaisanter de façon à faire rire tout le monde autour de lui. Les femmes fondaient pour lui. Je l'avais toujours remarqué, et Julie s'entendait toujours bien avec lui. Trop bien, me semblait-il maintenant. Elle riait à ses blagues plus fort que tout le monde, touchait son bras en parlant, le regardait avec une sorte d'éclat particulier dans les yeux. J'ai pris mon téléphone, ouvert sa page sur les réseaux sociaux. J'ai fouillé dans les photos. Je faisais défiler. Nous voilà au barbecue l'été dernier. Voilà son anniversaire au café. Voilà une soirée d'entreprise de la pharmacie. Stop. J'ai agrandi la photo. Julie, dans une robe rouge moulante, sourit de toutes ses dents. Et à côté, la tenant par la taille, Pierre. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est sa soirée d'entreprise à elle. Quel rapport avec lui? Sa main reposait avec assurance, naturellement, pas comme celle d'un étranger invité pour faire nombre, mais comme celle de quelqu'un qui a le droit de faire ça. Elle ne s'écarte pas, au contraire, elle se serre contre lui. Mon cœur s'est glacé. J'ai fermé le téléphone, l'ai posé sur la table de nuit. Je suis resté allongé dans le noir à fixer le plafond. J'écoutais derrière le mur Julie se retourner à nouveau, sangloter parfois dans son sommeil. Et à l'intérieur, quelque chose mourait lentement. Le matin du 2 janvier, j'ai appelé le travail. J'ai dit que j'étais malade, que je prendrais quelques jours. Le chef n'a pas protesté. De toute façon, l'usine était fermée pour les fêtes. J'ai raccroché et j'ai souri de travers. Maintenant, j'avais du temps. Le temps de démêler toute cette merde. Le 2 janvier, j'ai commencé par attendre que Julie aille dans la salle de bain. Elle s'est préparée longtemps là-dedans. J'entendais le bruit de l'eau, parfois des sanglots, et pendant ce temps, j'ai pris son téléphone sur la table de nuit. Je connaissais le mot de passe, la date de notre mariage.
Elle ne l'avait jamais changé. Mes mains tremblaient un peu pendant que je faisais défiler les conversations. Des messages de copines, rien de spécial. Des bavardages ordinaires sur les soldes et les séries. Le groupe de travail de la pharmacie, les plannings, quelques factures, rien de criminel. J'allais déjà reposer le téléphone, mais j'ai décidé de vérifier les messages supprimés. Et là, ça devenait intéressant. Tout un fil de messages, effacés hier soir, expéditeur Pierre. Impossible de les récupérer, mais le simple fait de cette suppression en disait long. Pourquoi effacer une conversation avec un ami de la famille s'il n'y a rien de louche? J'ai entendu que l'eau dans la salle de bain s'était arrêtée. J'ai rapidement remis le téléphone à sa place. Me suis assis sur le canapé d'un air détaché. Julie est sortie, enveloppée dans un peignoir, les cheveux mouillés, m'a regardé bizarrement, comme pour vérifier quelque chose. Elle a demandé si on allait prendre le petit déjeuner. J'ai hoché la tête. À table, nous étions silencieux. Elle tripotait son omelette avec sa fourchette. Je buvais mon thé. Dans ma tête tournait un plan. Il fallait parler à Pierre directement, les yeux dans les yeux, voir sa réaction. Après le petit déjeuner, j'ai menti, disant que je devais aller voir ma mère. Julie n'a pas protesté, elle semblait même soulagée. Elle voulait rester seule. Ça aussi, ça m'a piqué. Avant, elle demandait toujours à venir avec moi. Elle aimait ma mère, et celle-ci l'aimait aussi. Je suis sorti dans la cour, je suis monté dans la voiture. Le moteur ne s'est pas lancé tout de suite, le gel était intense. La batterie tirait à peine. Pendant que je chauffais le moteur, j'ai appelé Pierre. Il a répondu immédiatement. Sa voix était enjouée, joyeuse. Il m'a souhaité la bonne année, a demandé comment s'était passée la fête. J'ai dit que c'était bien, et j'ai proposé qu'on se voie, qu'on s'assoie, qu'on boive une bière. Pierre a accepté, a donné une adresse, un café en périphérie où on se retrouvait parfois en groupe. Je roulais en répétant la conversation dans ma tête. Comment demander sans me trahir? Comment le coincer s'il ment? Je me sentais comme un détective dans une série bon marché, mais je n'avais pas le choix. Le café était à moitié vide. 2 janvier. Les gens récupéraient des fêtes. Pierre était déjà assis à une table dans le coin. Devant lui, une chope de bière et une assiette de pistaches. Il m'a vu, a agité la main, a souri largement. Je me suis approché, lui ai serré la main, me suis assis en face. Les 15 premières minutes, on a parlé de tout et de rien. Le travail, les voitures, le foot. J'observais, je cherchais la fausseté. Pierre se comportait comme d'habitude, plaisantait, riait, racontait des histoires. Rien de suspect apparemment. Puis j'ai demandé comme par hasard comment il avait passé le nouvel an. Pierre a dit qu'il était chez lui avec sa femme et sa belle-mère. Ennuyeux, dit-il, mais que faire? J'ai demandé s'il avait vu Julie récemment. Il s'est figé une seconde. Je l'ai remarqué, j'en suis sûr. Puis il a demandé pourquoi cette question. J'ai haussé les épaules. J'ai dit que j'avais vu leurs photos ensemble lors de la soirée d'entreprise et que ça m'était revenu. Pierre s'est détendu, a ri, a dit que oui. Il était passé à son travail, il réparait la machine à café là-bas et il était passé dire bonjour, il l'avait servi du champagne. Rien d'extraordinaire. Ça sonnait plausible. Mais quelque chose a filé dans ses yeux, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Ni peur, ni culpabilité, mais une sorte de vigilance. Peut-être que j'ai imaginé. On est resté encore une demi-heure, on a fini nos bières, j'ai réglé l'addition, on s'est dit au revoir. Pierre m'a tapé sur l'épaule, a dit de passer, de ne pas disparaître. J'ai hoché la tête et je suis sorti. Je suis monté dans la voiture, mais je n'ai pas démarré. Je restais assis à réfléchir. Je n'avais rien appris de concret, mais le ver du doute rongeait encore plus fort. Les messages supprimés, la photo de la soirée d'entreprise, son hésitation à la question sur Julie. Tout ça formait un tableau que j'avais peur de voir en entier. Je suis rentré à la maison en passant par le bois. J'avais fait exprès de faire un détour. Je voulais voir ce qu'il y avait là-bas. La route était étroite, déblayée tant bien que mal. Sur les côtés, des congères hautes comme un homme, des arbres nus, des réverbères ras, un endroit sinistre, surtout en hiver. Je me suis arrêté sur le bas-côté. Je suis sorti, j'ai regardé autour de moi. À 100 mètres, on voyait des garages, de longues rangées de boîtes métalliques, la moitié abandonnées. Plus loin, un terrain vague et la clôture d'un chantier. Qui viendrait se promener ici la nuit du Nouvel An? Seulement si on venait exprès. J'ai remarqué des traces dans la neige,
Un sentier battu menait vers les garages. Je l'ai suivi, sans savoir pourquoi. La neige craquait sous mes pieds. Le vent me jetait au visage de la neige piquante. Je suis arrivé au garage. Je me suis arrêté. L'un d'eux était entrouvert. Pas grand ouvert, mais la fente était visible. Je me suis approché, j'ai regardé à l'intérieur. Sombre, ça sentait l'essence et quelque chose de moisi. Par terre, des bouteilles, des chiffons et un morceau de tissu rouge qui dépassait dessous des haillons graisseux. Mon cœur a fait un bond. Je me suis accroupi, j'ai tiré sur le bord. Une écharpe rouge exactement comme celle de Julie, ou plutôt la sienne. Mes mains se sont glacées. J'ai fourré l'écharpe dans ma poche et je suis sorti rapidement. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré, je suis parti de là le plus vite possible. Dans ma tête martelait une seule pensée. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, dans ce garage? Je suis rentré à la maison à la nuit tombée. Julie était assise dans la cuisine, buvait du thé. La télévision marmonnait quelque chose dans le salon. Elle m'a vu, a demandé comment allait ma mère. J'ai marmonné que ça allait, et je suis passé devant elle. L'écharpe me brûlait la poche. Je me suis enfermé dans la salle de bain, j'ai sorti ma trouvaille. C'était bien son écharpe. Je l'ai reconnue. Elle l'avait achetée l'année dernière. Elle se vantait que c'était du pur cachemire, même si je soupçonnais que c'était moitié synthétique. Sur le tissu, il y avait une tache sombre, de la saleté ou autre chose, difficile à distinguer dans la pénombre. Je suis sorti, je suis allé dans la chambre. J'ai ouvert l'armoire, j'ai vérifié. Il n'y avait pas de deuxième écharpe comme celle-là. Donc c'était bien celle qu'elle portait la nuit du Nouvel An. Et elle s'était retrouvée dans un garage abandonné en périphérie de la ville. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. J'étais allongé sur le canapé à fixer le plafond. Les hypothèses se multipliaient dans ma tête. La plus évidente, elle retrouvait quelqu'un là-bas, Pierre ou un autre. Un garage, c'est un endroit pratique pour des rencontres secrètes. D'où les collants déchirés, les sous-vêtements disparus et son état. Mais quelque chose ne collait pas. Si c'était juste une infidélité, pourquoi cette peur dans ses yeux? Pourquoi trembler comme une feuille? Des femmes adultères mentent généralement avec assurance. J'en avais vu chez des connaissances. Mais Julie n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air terrifiée, vraiment terrifiée. Le matin du 3 janvier, j'ai décidé d'agir différemment. Assez de tourner autour du pot. Il fallait lui parler franchement, mettre les cartes sur table. J'ai attendu qu'elle se réveille. Elle est sortie dans la cuisine. J'étais déjà assis là. Sur la table était posée l'écharpe. Julie l'a vue et s'est figée. La couleur a quitté son visage. Ses lèvres ont tremblé. J'ai demandé calmement si elle reconnaissait cet objet. Elle restait silencieuse. J'ai dit que j'avais trouvé l'écharpe dans un garage en périphérie, à l'endroit précis d'où elle venait la nuit du Nouvel An, et que je voulais entendre la vérité, toute la vérité, sans mensonge. Elle s'est assise à la table comme si ses jambes avaient lâché. Elle est restée longtemps silencieuse, regardant l'écharpe. Puis elle a levé les yeux, rouge, mouillée, et a demandé si j'étais sûr de vouloir savoir. J'ai dit oui. Et là, elle a raconté. Mais son récit était étrange, confus. Elle a dit qu'elle revenait de chez Chloé, qu'elle avait décidé de couper par la zone industrielle. Elle ne sait pas pourquoi. Ses jambes l'ont juste portée là. Là-bas, 2 types l'ont arrêtée, des ivrognes. Ils ont commencé à l'embêter, à l'attraper par les bras. Elle s'est dégagée, s'est mise à courir, a perdu son écharpe, est rentrée à la maison comme dans un brouillard. Je l'écoutais sans la croire. L'histoire sonnait comme une mauvaise excuse. Si on avait essayé de la voler ou de l'agresser, pourquoi n'avait-elle pas appelé la police? Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Et surtout, où étaient ses sous-vêtements? Je lui ai posé la question directement. Elle s'est remise à pleurer, a dit qu'elle ne se souvenait pas, qu'il y avait eu le choc, la peur, tout s'était mélangé. Elle m'a supplié de la croire. Je me suis levé et je suis sorti de la cuisine. Je ne pouvais plus écouter. J'ai mis ma veste, je suis sorti dans la cour. J'ai fumé cigarette sur cigarette jusqu'à ce que le paquet soit vide. Je suis revenu 1 heure plus tard. Julie était allongée dans la chambre, tournée vers le mur. Je me suis assis sur le canapé du salon et j'ai réfléchi. Et si elle disait la vérité,
au moins en partie. Et s'il s'était vraiment passé quelque chose? Une agression? Une tentative de vol? Et quelque chose de pire. Ça expliquerait son état, sa peur, ses explications confuses. Les victimes de violences se comportent souvent de façon étrange. J'avais lu ça quelque part. Mais alors pourquoi avait-elle menti sur son trajet? Pourquoi cacher les messages supprimés de Pierre? Ça ne collait pas. J'ai décidé d'aborder les choses différemment. J'ai appelé Chloé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Sa voix était endormie. Elle a demandé ce qu'il y avait. J'ai dit que je voulais vérifier quelque chose sur la nuit du Nouvel An. À quelle heure Julie était partie? Dans quel état elle était? Si elle avait dit quelque chose. Chloé s'est tue, puis elle a dit quelque chose d'étrange. Elle a dit que Julie était partie vers 19h, pas 20h, comme elle l'avait dit plus tôt, et que Pierre était avec elle. Il était passé la chercher, avait promis de la raccompagner. J'ai raccroché et je suis resté longtemps à fixer un point. Pierre. Encore Pierre. Il était passé la chercher à 19h, jusqu'à minuit, 5h. Et pendant tout ce temps, on ne savait pas où elle était. Dans ma poitrine montait une vague de colère si forte que j'avais envie de tout casser, mais je me contrôlais. Il ne fallait pas craquer maintenant. Il me fallait des preuves. J'ai appelé Pierre. Il a répondu joyeusement, comme toujours, à demander pourquoi j'appelais. J'ai dit que je savais qu'il avait récupéré Julie chez Chloé la nuit du Nouvel An et que je voulais savoir où ils étaient allés. Silence. Long. Lourd. Puis Pierre a soupiré et a dit qu'on devait parler en personne, pas au téléphone. J'ai accepté. On a fixé rendez-vous pour le soir dans le même café. J'ai raccroché et j'ai souri de travers. On dirait que la vérité commençait à remonter à la surface. Jusqu'au soir, je ne tenais pas en place. Je marchais dans l'appartement comme une bête en cage. Je fumais sur le balcon même si Julie détestait ça. Elle restait dans la chambre, sortait à peine. Une fois, on s'est croisés dans le couloir. Elle m'a regardé d'un air traqué, a voulu dire quelque chose, mais je suis passé sans m'arrêter. Je ne pouvais pas lui parler maintenant, j'avais peur de craquer. Vers 18h, j'ai commencé à me préparer. Julie a demandé depuis la chambre où j'allais. J'ai marmonné que j'avais des choses à faire et je suis sorti sans attendre de réponse. Dehors, il faisait déjà nuit. Le gel se renforçait. La voiture a démarré au 2e essai. J'ai foncé à travers la ville vers le café. Pierre attendait déjà. Il était assis à la même table, mais il avait l'air différent, tendu, sans son sourire habituel. Devant lui, un verre de vodka, intact. Je me suis assis en face, j'ai commandé le même. Nous sommes restés silencieux quelques minutes. Je le regardais, lui fixais la table. Puis j'ai dit que j'attendais des explications. Où était-il avec Julie pendant ces 5 heures la nuit du Nouvel An? Et pourquoi était-elle rentrée dans cet état? Pierre a levé les yeux. Il y avait quelque chose d'étrange dedans. Ni peur, ni culpabilité, mais une sorte de lassitude. Il a dit qu'il allait tout raconter, mais que je devais l'écouter jusqu'au bout. Ne pas l'interrompre, ne pas tirer de conclusions trop vite. J'ai hoché la tête, même si tout bouillonnait à l'intérieur, et il a commencé à raconter. Il a dit que Julie l'avait appelé dans l'après-midi du 31, qu'elle avait dit avoir besoin d'aide de toute urgence. Elle avait des problèmes avec quelqu'un. Elle avait peur, ne pouvait pas expliquer au téléphone. Elle lui avait demandé de venir la chercher chez Chloé et de l'emmener à un endroit, parler à cette personne, régler le problème. J'ai demandé de qui il s'agissait. Pierre a hésité, a dit que c'était un ex de Julie, une connaissance d'avant moi, un certain Alexandre. Elle sortait avec lui il y a 15 ans environ, quand elle était étudiante. Puis ils s'étaient séparés, il était parti quelque part, et elle pensait que tout était fini. Mais récemment, il était réapparu, l'avait trouvé sur les réseaux sociaux, avait commencé à lui écrire. Au début, il discutait simplement, puis il était devenu bizarre, exigeait de la voir, disait qu'elle lui devait quelque chose, qu'ils avaient des affaires non réglées. Il menaçait de me raconter des histoires de son passé si elle ne venait pas. J'écoutais et je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Quel Alexandre, quelle histoire! En 12 ans, Julie n'avait jamais mentionné ce nom. Pierre a continué. Il a dit que Julie était paniquée, qu'elle ne voulait pas me mêler à ça, qu'elle avait peur de ma réaction. Elle lui avait demandé de l'accompagner parce qu'elle avait peur d'y aller seule. Alexandre avait fixé rendez-vous dans la zone industrielle près des garages, avait dit qu'il voulait parler en tête-à-tête. Ils sont arrivés là-bas vers 20h. Alexandre attendait. Un type costaud, déjà ivre.
Avec lui, il y avait un autre type, un pote. Pierre est resté dans la voiture. Julie est allée vers eux. La conversation s'est rapidement transformée en dispute. Alexandre criait, l'attrapait par les bras, réclamait de l'argent. Il s'était mis en tête que Julie lui devait de l'argent pour de vieilles dettes dont elle n'avait aucune idée. Pierre a entendu les cris, est sorti de la voiture en courant, s'est précipité vers eux. Une bagarre a éclaté. Pierre est costaud, mais ils étaient deux, et tous les deux ivres, agressifs. Il a pris des coups aux côtes, a riposté, en a fait tomber un dans la neige. Pendant qu'il se battait avec le second, Julie s'est enfuie. J'écoutais sans savoir quoi penser. L'histoire semblait folle, mais elle avait une certaine logique. Ça expliquait sa peur, son état, ses explications confuses. Mais pas tout. J'ai demandé pour les sous-vêtements. Pierre a grimacé, a dit qu'il ne savait pas. Peut-être que quand elle s'était dégagée, quelque chose s'était déchiré, perdu. Il ne voyait pas, il se battait à ce moment-là. J'ai demandé pourquoi elle ne m'avait rien dit tout de suite. Pierre a soupiré. Il a dit qu'elle avait peur. Peur que j'aille régler ça moi-même, et que ce soit pire. Cet Alexandre était un type dangereux, condamné, avec des relations criminelles. Elle voulait tout régler discrètement, sans effusion de sang. Je me suis adossé à ma chaise. Dans ma tête, c'était le chaos. D'un côté, l'histoire expliquait beaucoup de choses. De l'autre, je n'avais aucune preuve à part les mots de Pierre. Et je ne lui faisais pas confiance. Pas après la photo de la soirée d'entreprise, ni après les messages supprimés. J'ai demandé directement s'il avait couché avec ma femme. Pierre m'a regardé dans les yeux et a dit que non, jamais. Ils étaient amis. Il l'avait aidée parce qu'elle le lui avait demandé et parce qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire. Je voulais le croire, honnêtement, mais le ver du doute était toujours là. Je suis rentré tard. Julie ne dormait pas. Elle était assise dans la cuisine, dans le noir. Seule la lumière du réverbère tombait par la fenêtre. Elle m'a vu, a sursauté, a demandé où j'étais. J'ai dit que j'avais parlé avec Pierre. Elle a pâli, a demandé dans un murmure ce qu'il avait raconté. Je me suis assis en face d'elle et j'ai répété toute l'histoire sur Alexandre, les menaces, la rencontre dans la zone industrielle. Je regardais son visage, cherchant confirmation ou démenti. Julie écoutait en silence. Quand j'ai fini, elle a baissé la tête et a dit que c'était vrai, qu'elle avait voulu me protéger, protéger notre famille, qu'Alexandre était un cauchemar du passé qui était soudain revenu. J'ai demandé pourquoi elle ne m'avait jamais parlé de lui. Elle a dit qu'elle avait honte, que jeune elle avait fait des bêtises, qu'elle s'était mise avec un mauvais type, qu'elle avait eu du mal à s'en sortir, qu'elle pensait avoir laissé tout ça derrière elle pour toujours. J'écoutais et je ressentais un mélange étrange d'émotions, de la colère qu'elle ait caché ça, du soulagement qu'il n'y ait peut-être pas eu d'infidélité, et de la peur pour elle, pour nous, parce que cet Alexandre était quelque part dans les parages. J'ai demandé ce qu'il voulait, de l'argent. Elle a hoché la tête. Elle a dit qu'il prétendait qu'elle lui devait de l'argent pour une histoire vieille de 15 ans, du délire. Elle ne comprenait rien, mais il menaçait, disait qu'il trouverait un moyen d'obtenir ce qui lui revenait. J'ai demandé pourquoi elle n'était pas allée voir la police. Elle a souri amèrement. Elle a dit qu'Alexandre avait été en prison 2 fois, qu'il avait des relations, des flics qu'il connaissait. La police dans notre ville, c'est une blague, tout le monde se connaît. Elle avait peur que ça empire. Nous sommes restés longtemps assis à parler. Pour la première fois depuis ces jours-là, normalement, sans cri ni accusation. Elle en a dit plus sur Alexandre. Comment ils s'étaient rencontrés à une fête. Comment il avait d'abord semblé normal, puis avait montré son vrai visage. La jalousie, le contrôle. Un jour, il l'avait frappée. Elle s'était enfuie, avait déménagé dans un autre quartier, avait changé de numéro, pensait s'en être débarrassée. J'ai demandé ce qui s'était passé dans le garage. Elle s'est tue longtemps. Puis elle a dit que quand Pierre avait commencé à se battre, elle avait couru. Alexandre l'avait attrapée par l'écharpe. Elle s'était dégagée et était tombée. Il s'était jeté sur elle, déchiré ses vêtements, hurlé qu'elle allait payer. Puis Pierre l'avait repoussée, lui avait mis un coup dans la mâchoire. Elle s'était relevée d'un bond et avait couru sans se retourner. J'ai été secoué de tremblements. Mes mains se serraient en poing si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Ce type avait touché ma femme, déchiré ses vêtements. Si Pierre n'était pas intervenu... Julie a vu mon visage et a eu peur. Elle a dit de ne pas faire de bêtises, qu'Alexandre était dangereux, qu'il ne fallait pas s'en mêler. Je suis resté silencieux. À l'intérieur bouillonnait quelque chose d'indescriptible.
Puis j'ai demandé ce qu'il cherchait vraiment. Juste de l'argent? Elle a secoué la tête. Elle a dit que non, pas seulement. Il voulait l'humilier, se venger du fait qu'elle était partie à l'époque. Dans sa tête malade, elle était sa propriété qui avait osé s'enfuir. Je me suis levé, j'ai fait les 100 pas dans la cuisine. Il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas rester assis à attendre qu'il réapparaisse. Mais quoi faire? La police, selon elle, était inutile. Régler ça moi-même était dangereux. Il avait des potes. Je me suis souvenu de mes camarades de l'armée. Quelques gars étaient restés en ville, des types sérieux. Nicolas travaillait comme vigile dans un centre commercial. Lucas était chef de chantier. Tous les deux costauds, fiables, ils aideraient si besoin. J'ai dit à Julie de rester à la maison pour l'instant, de ne sortir nulle part. Elle a hoché la tête. Je me suis couché pour dormir. Pour la première fois depuis ces jours-là, dans la chambre à côté d'elle. Je ne l'ai pas prise dans mes bras, je ne pouvais pas encore. Mais je me suis allongé à côté d'elle. C'était déjà quelque chose. Le matin, je me suis réveillé avec un appel, numéro inconnu. J'ai décroché. En réponse, une respiration lourde et une voix rauque. Il a dit qu'il savait où j'habitais, que ma femme lui devait de l'argent, et que si je ne payais pas, nous le regretterions tous les deux. J'ai demandé combien. La voix a ricané. Elle a dit 500 000 € pour préjudice moral. Délai d'1 semaine. Il a raccroché. Julie me regardait avec horreur. Elle avait tout entendu. Elle a demandé d'une voix tremblante ce qu'on allait faire. J'ai dit que je m'en occuperais. Parce que ce n'était plus une question de passé. C'était une question de famille, et aucun Alexandre ne la toucherait. Les jours suivants se sont passés dans la tension. J'ai appelé Nicolas et Lucas. J'ai expliqué la situation brièvement, sans trop de détails. Tous les deux ont dit immédiatement qu'ils aideraient. Nicolas a proposé de se renseigner sur cet Alexandre via des connaissances dans la police, de savoir qui il était et ce qu'il faisait. Lucas a dit que s'il fallait avoir une discussion sérieuse, il était partant. Julie restait à la maison, sortait à peine. J'ai pris un arrêt maladie au travail. J'ai dit que c'était pour raison familiale. Le chef a grogné, mais m'a laissé partir. Chaque fois qu'elle allait au magasin chercher du pain, je la suivais du regard depuis la fenêtre. Paranoïaque, bien sûr, mais après cet appel, je ne pouvais pas faire autrement. 2 jours plus tard, Nicolas m'a rappelé avec des informations. Alexandre Durand, 41 ans, 2 condamnations. Une pour vol avec violence, l'autre pour coups et blessures graves. Libéré il y a 6 mois, actuellement sans emploi officiel. Il vit dans un quartier résidentiel en périphérie, dans la maison de sa mère. Elle est vieille et malade. Il est censé s'occuper d'elle, mais en réalité, il vit sur sa retraite et fait du racket mineur. J'écoutais et je sentais le tableau se dessiner. Un criminel typique qui, après sa sortie de prison, ne trouve pas sa place. Il a vu sur les réseaux sociaux une ex-petite amie qui vit normalement maintenant, et il a décidé de la faire payer. Un grand classique. J'ai demandé à Nicolas s'il y avait quelque chose de récent sur lui. Il a dit qu'on l'avait vu récemment en compagnie de types dangereux qui s'occupent de recouvrement de dettes pour des caïds locaux. Des gars sérieux, mieux vaut ne pas s'en mêler. Ça changeait la donne. Une chose est un criminel ivre avec un pote, autre chose est un groupe organisé qui fait du racket professionnel. On ne pouvait pas foncer tête baissée. J'ai appelé Pierre, je lui ai raconté ce que j'avais appris. Il a sifflé, a dit que c'était plus sérieux qu'il ne pensait. Il a proposé qu'on se cotise pour un bon avocat. Peut-être que par la voie légale, ça marcherait. J'ai souri amèrement. Quel tribunal? Cet Alexandre exige 500 000 € pour des dettes mythiques vieilles de 15 ans. Pas de reçu, pas de contrat, du chantage pur. Julie a proposé de vendre la voiture, a dit que c'était sa faute, qu'elle devait payer. Je l'ai regardée comme si elle était folle. J'ai dit qu'on ne paierait pas 1 centime à ce salaud, parce que si on payait une fois, il reviendrait. Ce genre de personne ne s'arrête jamais. Elle s'est mise à pleurer, a dit qu'elle avait peur pour moi, qu'Alexandre était vraiment dangereux, qu'il avait été condamné pour avoir tabassé quelqu'un à mort. Je l'ai serré dans mes bras pour la première fois depuis tout ce temps, et j'ai dit de ne pas s'inquiéter, qu'on s'en sortirait. Mais j'avais le cœur lourd. Je savais que je m'engageais dans une histoire dont il n'y avait peut-être pas d'issue. Le soir du même jour, la voisine Amélie a appelé. Une veuve qui vit à l'étage en dessous. Une femme discrète d'une 30aine d'années. On ne se parlait pas vraiment, on se saluait juste dans l'escalier. Mais là, elle m'a demandé de passer, qu'il fallait qu'on parle. Je suis descendu chez elle.
Elle a ouvert la porte, m'a fait entrer dans l'appartement. Un petit studio, propre, cosy, ça sentait les gâteaux. Amélie m'a fait asseoir dans la cuisine, m'a servi du thé. Ses mains tremblaient un peu. Elle a dit qu'elle avait vu quelque chose la nuit du Nouvel An. Elle ne voulait pas se mêler des affaires des autres. Mais après avoir remarqué un type qui traînait près de notre immeuble depuis 2 jours, elle avait décidé de me le dire. Je me suis tendu. J'ai demandé ce qu'elle avait vu exactement. Amélie a raconté que vers 23h le 31, elle était sortie jeter les poubelles. Elle avait vu Julie qui courait à travers la cour du côté de la zone industrielle. Un type la poursuivait en criant des insultes. Julie s'était engouffrée dans l'immeuble. Le type s'était arrêté à l'entrée, était resté là, avait juré et était parti. J'ai demandé à quoi il ressemblait. Amélie a décrit un type costaud, en blouson noir, chauve, qui marchait de travers, visiblement ivre. Ça correspondait à ce que Julie avait raconté. Donc, elle n'avait pas menti. On l'avait vraiment poursuivi. Puis Amélie a ajouté autre chose. Elle a dit qu'elle avait vu Julie avant ça, plus tôt dans la soirée, vers 19h. Elle sortait de l'immeuble avec un sac, montée dans une voiture, une berline argentée. Il y avait un homme au volant. Amélie ne l'avait pas bien vu, mais elle avait remarqué la voiture parce qu'elle était garée devant l'immeuble plusieurs fois le mois dernier. La voiture de Pierre. Une berline argentée. Tout concordait. J'ai remercié Amélie, lui ai demandé de m'appeler si elle revoyait ce type près de l'immeuble. Elle a hoché la tête, a dit bien sûr. Elle a ajouté que Julie était une bonne femme et qu'elle espérait que tout s'arrangerait pour nous. Je suis rentré pensif. Julie dormait sur le canapé, recroquevillée. Je l'ai couverte d'un plaid et me suis assis à côté. Je la regardais et je pensais à quel point on se connaît peu en réalité. 12 ans ensemble. Et elle avait tout un passé dont je n'avais aucune idée. Mais maintenant, ça n'avait pas d'importance. Maintenant, l'important était de la protéger, de nous protéger. Le lendemain, je suis allé voir l'agent de quartier. Il m'a reçu à contre-cœur. Les fêtes n'étaient pas finies, tout le monde était détendu. J'ai écrit une plainte pour menace. J'ai joint l'impression de l'appel du numéro inconnu. L'agent a lu, a hoché la tête et a dit qu'il s'en occuperait. À son ton, c'était clair que la plainte irait sous une pile de papier et y moisirait. Je suis sorti du commissariat en colère. Le système ne fonctionnait pas, c'était évident. Il ne restait qu'une option, régler ça moi-même. La semaine qu'Alexandre avait donnée pour rassembler l'argent s'est écoulée. Je n'avais pas payé. J'attendais de voir ce qui se passerait. L'appel est venu le soir. La même voix rauque, mais plus méchante cette fois. Il a dit que j'allais le regretter, qu'il viendrait me chercher demain, que j'aurais mieux fait de rassembler l'argent et de ne pas faire le malin. J'ai répondu calmement qu'il n'y aurait pas d'argent et que si lui ou ses potes s'approchaient de ma famille, je leur casserais les jambes. La voix à l'autre bout a ricané et a raccroché. Julie était terrifiée, me suppliait de partir quelque part, d'attendre que ça passe. J'ai dit que je ne fuirais pas. C'était ma maison, ma famille. Aucun criminel ne me ferait partir d'ici. J'ai appelé Nicolas et Lucas. J'ai dit que demain ça pourrait chauffer. Tous les deux ont promis de passer dès le matin. La nuit a été agitée. Je n'ai presque pas dormi. J'écoutais chaque bruit. Julie était allongée à côté de moi. Elle ne dormait pas non plus. Vers le matin, elle s'est blottie contre moi et a chuchoté qu'elle m'aimait, qu'elle me pardonnerait si je ne lui avais pas pardonné. Je lui ai caressé les cheveux et j'ai dit qu'on s'en sortirait. Le matin a commencé calmement. Nicolas et Lucas sont arrivés vers 9h. Ils ont apporté une batte de baseball et un pied de biche. Pas pour se battre, juste pour être convaincants. Ils se sont installés dans la cuisine, ont bu du thé et on attendait. À midi, rien ne s'était passé. J'ai commencé à penser qu'Alexandre bluffait, qu'il faisait juste peur. Mais à 13h, Amélie a appelé d'en bas et a dit d'une voix tremblante qu'il y avait une voiture devant l'immeuble. Un SUV noir. À l'intérieur, 3 types assis qui fumaient et regardaient vers les fenêtres. J'ai regardé par la fenêtre. Effectivement, un SUV noir aux vitres teintées. La plaque était couverte de boue. Impossible de la lire. À l'intérieur, des silhouettes bougeaient. Nicolas a proposé de descendre pour parler. J'ai dit que j'irais seul. Si c'était un piège, inutile que tout le monde se fasse prendre. Je suis sorti de l'immeuble, me suis approché de la voiture. La vitre s'est baissée et j'ai vu Alexandre, chauve, la face rouge, les yeux petits, méchants. À côté étaient assis 2 types, plus jeunes, musclés, avec des visages stupides.
Alexandre a demandé si j'avais apporté l'argent. J'ai dit qu'il n'y aurait pas d'argent. Il a souri de travers, a dit qu'alors on avait un problème. J'ai répondu que le problème serait pour lui s'il ne dégageait pas d'ici. Il est sorti de la voiture, costaud, plus grand que moi d'une demi-tête. Il s'est approché tout près, m'a soufflé son haleine d'alcool au visage, a dit doucement que je ne comprenais pas à qui j'avais affaire, qu'il allait me découper en morceaux et me donner au chien. Je le regardais dans les yeux sans détourner le regard. J'ai dit que la plainte contre lui était déjà à la police, que si quelque chose m'arrivait à moi ou à ma femme, il serait le premier arrêté. Alexandre a éclaté de rire, a dit que les flics, ils s'en fichaient, qu'il avait tout le monde dans sa poche. Et là, la porte de l'immeuble a claqué derrière. Nicolas et Lucas sont sortis. Ils se sont placés silencieusement derrière moi. Alexandre les a regardés et j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Pas de la peur, mais du calcul. Il a reculé d'un pas, a dit que ce n'était pas fini, qu'il reviendrait. Il est monté dans la voiture, a claqué la portière. Le SUV a démarré en trombe, nous éclaboussant de neige fondue. On est resté là en silence à le regarder partir. Lucas m'a tapé sur l'épaule et a dit que c'était bien joué. Je n'ai pas répondu. Je savais que ce n'était vraiment pas fini. Alexandre n'était pas du genre à abandonner. Le soir, Pierre a appelé, a dit qu'il avait entendu parler de notre rencontre. Les nouvelles circulent vite dans notre ville. Il a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai répondu que pour l'instant je gérais. Mais à l'intérieur, l'inquiétude montait. Alexandre préparait clairement quelque chose et je ne savais pas d'où viendrait le coup. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. Julie courait dans une forêt sombre, poursuivie par des ombres. J'essayais de la rattraper, mais mes jambes ne répondaient pas. Je me suis réveillé en sueur froide. À côté de moi, Julie dormait paisiblement. Le lendemain, tout a changé. On m'a appelé du travail pour me dire que j'étais licencié. Sans explication. Ils m'ont juste demandé de ne pas revenir. Le chef, avec qui j'avais travaillé 10 ans, n'a même pas décroché. J'ai compris tout de suite. Alexandre, ses relations. Il avait fait pression sur quelqu'un. Julie l'a appris le soir. S'est mise à pleurer. A dit que tout était de sa faute, qu'elle avait détruit ma vie. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai dit que le travail, ce n'était pas la vie. Un travail, j'en trouverais un autre, mais une famille, non. Mais à l'intérieur, c'était vide et froid. Ce type m'avait fait perdre mon emploi. 10 ans à l'usine et viré en un jour. Il fallait changer quelque chose. 3 jours, je suis resté à la maison à réfléchir. Julie marchait sur la pointe des pieds autour de moi, avait peur de parler. Je n'étais pas en colère contre elle. La colère s'était consumée depuis longtemps. Il ne restait qu'une détermination froide. Cet Alexandre pensait m'avoir brisé. Il pensait que je ramperais avec l'argent quand je serais vraiment coincé. Mais je n'étais pas comme ça. Le 4e jour, je suis allé au chef-lieu du département. Là-bas, il y avait un avocat que je connaissais, maître Bertrand, un homme de la vieille école, de l'époque soviétique. On s'était croisés il y a quelques années pour une affaire. Il avait aidé mon frère avec un héritage. Il prenait cher, mais il travaillait proprement. Il m'a reçu tout de suite, m'a écouté attentivement. Je lui ai tout raconté. Alexandre, les menaces, le licenciement. Maître Bertrand a hoché la tête, a pris des notes dans son carnet, puis s'est adossé à son fauteuil et a dit que la situation était pourrie, mais pas désespérée. Il m'a expliqué la situation. Les menaces par téléphone, c'est l'article 119, jusqu'à 2 ans. L'extorsion, c'est l'article 163, jusqu'à 7 ans. Si on prouvait le lien entre le licenciement et la pression d'Alexandre, on pouvait ajouter d'autres charges. Mais pour tout ça, il fallait des preuves. Enregistrement de conversations, témoignages, documents. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'enregistrement, seulement l'historique des appels. Maître Bertrand a secoué la tête, a dit que ce n'était pas assez, qu'il fallait travailler systématiquement. Il a proposé de déposer plainte auprès du parquet départemental en court-circuitant la police locale. Là-bas, il y avait d'autres personnes, moins manipulables. Je lui ai payé un acompte avec la réserve que j'économisais pour des travaux. Julie ne savait pas que j'avais cet argent. Maintenant, il allait servir à autre chose. Je suis rentré encouragé. Pour la première fois depuis des jours, il y avait un plan, clair et précis. Pas juste agiter les poings, mais agir selon la loi. Lentement peut-être,
mais sûrement. Je l'ai dit à Julie. Elle écoutait en silence, puis m'a serré fort dans ses bras et a dit que j'étais le meilleur mari du monde. J'ai souri et j'ai répondu qu'on verrait bien. 2 jours plus tard, on m'a convoqué au parquet. L'enquêteur, un jeune type aux yeux fatigués, m'a longuement interrogé sur Alexandre. Il prenait des notes, demandait des précisions, puis a dit que l'affaire serait examinée. Mais il m'a prévenu que le processus n'était pas rapide, des mois, peut-être 6 mois. J'ai hoché la tête, j'avais le temps. De toute façon, je n'avais plus de travail. Mais Alexandre n'avait pas l'intention d'attendre. Le lendemain, Julie est allée au magasin. Je l'ai laissée partir seule. Le supermarché était à 5 minutes à pied. Milieu d'après-midi, beaucoup de monde. Elle est revenue une demi-heure plus tard, blanche comme un linge. Elle a raconté qu'à la sortie du magasin, un des types musclés qui était avec Alexandre l'avait abordé. Il l'avait attrapé par le bras, avait dit doucement que le patron lui passait le bonjour, et que si l'argent n'apparaissait pas d'ici la fin de la semaine, la prochaine fois, il ne la laisserait pas partir comme ça. J'ai été secoué de rage. Ces ordures avaient osé toucher ma femme en plein jour. J'ai attrapé ma veste, j'allais courir les chercher, mais Julie s'est accrochée à moi. Elle me suppliait de m'arrêter, criait qu'ils allaient me tuer, qu'il ne fallait pas. Je me suis rassis. Elle avait raison. Si je me lançais dans une bagarre maintenant, j'étais fini. Ils étaient plus nombreux, ils avaient des relations, de l'expérience. Il fallait agir plus intelligemment. J'ai appelé l'enquêteur. Je lui ai raconté l'incident devant le magasin. Il a dit que c'était bon pour l'affaire, un épisode de plus. Il a promis d'envoyer une patrouille dans notre quartier. J'ai raccroché et j'ai souri amèrement. Une patrouille. Quelle consolation. Le soir, j'ai réuni un conseil de famille. Moi, Julie, Nicolas, Lucas et Pierre qui étaient venus dès qu'il avait su. On était assis dans la cuisine à discuter des options. Lucas proposait de tendre une embuscade, de coincer Alexandre seul et d'avoir une vraie conversation. Nicolas pensait qu'il fallait faire pression par les canaux officiels. Son neveu travaillait dans la police, il pouvait aider. Pierre restait silencieux, sombre. Puis il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit qu'il savait où Alexandre gardait son argent. Pas le sien, l'argent collectif, celui qu'il récupérait pour ses patrons. Si cet argent disparaissait, il aurait lui-même de gros problèmes. Tout le monde l'a fixé. J'ai demandé comment il savait ça. Pierre a hésité, puis a avoué qu'après l'armée, il avait tourné quelques années dans des milieux pas très propres. Pas du crime direct, mais à côté. Il connaissait le fonctionnement de ces systèmes. Je le regardais en pensant « Voilà l'ami de la famille. Combien de secrets encore autour de moi ?» Mais ce n'était pas le moment pour la morale. J'ai demandé ce qu'il proposait. Pierre a dit qu'il y avait une possibilité de faire fuiter des informations sur les combines d'Alexandre à ses propres patrons. S'ils apprenaient qu'il utilisait leurs ressources pour des règlements de compte personnels, ils le puniraient eux-mêmes. C'était risqué, très risqué. Mais il n'y avait pas d'autre option. Les 3 jours suivants, Pierre a collecté des informations, rencontré des gens, passé des coups de fil. Je ne demandais pas de détails. Moins on en sait, mieux on dort. Le 4e jour, il a appelé et a dit que tout était prêt. L'information avait été transmise à qui de droit. Maintenant, il ne restait qu'à attendre. Attendre était le plus difficile. Julie ne sortait plus de la maison. Je ne m'aventurais que jusqu'au magasin le plus proche. Chaque sonnette nous faisait sursauter. Chaque voiture sous les fenêtres semblait suspecte. Une semaine plus tard, Nicolas a appelé avec des nouvelles. Il a dit qu'Alexandre avait été retrouvé tabassé en périphérie de la ville. Vivant, mais sérieusement amoché. Les flics l'avaient emmené à l'hôpital, puis au centre de détention. Il s'est avéré qu'il avait encore quelques affaires en suspens dont personne ne savait rien. J'ai raccroché et je suis resté longtemps assis en silence. Julie a demandé ce qui se passait. J'ai dit que c'était fini. Elle s'est mise à pleurer. Pas de chagrin, de soulagement. Je l'ai serrée dans mes bras et je l'ai tenue longtemps jusqu'à ce qu'elle se calme. 1 mois est passé. La vie revenait progressivement à la normale. Alexandre a été condamné pour cumul de charges, extorsion, menaces, plus les vieilles affaires qu'ils avaient déterrées. 4 ans de régime strict. Maître Bertrand a dit que c'était un bon résultat. Ça aurait pu être du sursis. Au travail, ils ne m'ont pas repris. Le chef n'a jamais répondu. Mais Lucas m'a trouvé un poste sur un chantier comme électricien. Il payait même mieux qu'à l'usine. Le travail était plus dur, mais l'équipe était bien. Personne ne posait de questions inutiles. Avec Julie,
On a eu de longues conversations. Pas en une soirée, mais sur plusieurs. Elle a tout raconté sur son passé, sur Alexandre, sur les erreurs de jeunesse. J'écoutais en essayant de ne pas juger. Tout le monde a droit à une seconde chance. Elle avait utilisé la sienne quand elle l'avait quitté il y a 15 ans. Pierre passait rarement. Après toute cette histoire, il y avait quelque chose de gênant entre nous. Il avait aidé, c'est vrai, mais je ne pouvais pas oublier son passé, ses relations et cette photo de la soirée d'entreprise où il enlaçait ma femme. Un jour, j'ai demandé directement à Julie s'il y avait eu quelque chose entre eux. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit fermement que non, jamais. Il était comme un frère, pas plus. Je l'ai cru. Je n'avais pas vraiment le choix, soit croire et continuer à vivre, soit devenir fou de soupçons. Amélie, la voisine, passait plus souvent. Elle apportait des gâteaux, bavardait de tout et de rien. Julie s'était liée d'amitié avec elle. Elle manquait toutes les deux de compagnie féminine. Je n'y voyais pas d'objection. Après tout ce qu'on avait vécu, toute normalité semblait être un cadeau. Nous avons fêté le Nouvel An ensemble, à la maison. Pas d'invités, pas de fête. J'ai dressé la table, elle a préparé les salades. À 23h, on a allumé la télévision, on regardait le concert. Julie s'est blottie contre moi, a posé sa tête sur mon épaule. À minuit moins 5, j'ai servi le champagne. J'ai levé mon verre et j'ai dit que je voulais trinquer à nous. Au fait qu'on était toujours ensemble, qu'on avait traversé tout ça sans craquer. Julie a souri. Pour la première fois depuis longtemps, sincèrement, sans ombre de peur dans les yeux. Elle a dit qu'elle m'aimait. J'ai répondu que moi aussi. Les cloches ont sonné minuit. Dehors, les feux d'artifice ont explosé. Le ciel s'est embrasé de lumière. On était debout à la fenêtre à regarder ce spectacle de couleurs. Et là, le téléphone a sonné. J'ai décroché. Numéro inconnu. Une voix de femme, jeune, nerveuse, a demandé si c'était bien l'appartement de Thomas. J'ai confirmé. Elle s'est tue, puis a dit qu'elle devait me raconter quelque chose sur Julie. Quelque chose que je ne savais pas. J'ai été comme aspergé d'eau glacée. J'ai demandé qui elle était. La voix a répondu que ce n'était pas important. Ce qui était important, c'est que Julie ne m'avait pas tout raconté sur cette nuit du Nouvel An. Qu'il y avait eu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait tout vu et s'était tu. J'ai regardé Julie. Elle était là, pâle, me regardait avec horreur. Ses lèvres bougeaient sans bruit. La voix au téléphone continuait. Elle disait que Julie ne fuyait pas seulement Alexandre, que dans ce garage il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un que je connais. Et si je voulais connaître la vérité, que je vienne demain à l'adresse qu'elle allait me donner. J'ai noté l'adresse et j'ai raccroché. Julie me regardait, a demandé dans un murmure qui c'était. J'ai dit que je ne savais pas, mais que demain je saurais. Elle m'a attrapé la main, a dit de ne pas y aller, que ça pouvait être un piège, que tout était fini, qu'il ne fallait pas remuer le passé. J'ai doucement retiré ma main, j'ai dit que j'irais parce que je ne pouvais pas vivre dans l'ombre. Soit la vérité, toute la vérité, soit rien. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à penser à ce qui pourrait encore remonter à la surface. Qui était dans ce garage? Pourquoi Julie ne l'avait, elle, pas dit? Le matin, je suis allé à l'adresse. C'était un immeuble ordinaire de 5 étages à l'autre bout de la ville. 3e étage, appartement 47. J'ai sonné. Une jeune femme d'une vingtaine d'années a ouvert, jolie mais fatiguée. Elle m'a invité à entrer. On s'est assis dans la cuisine. Elle est restée longtemps silencieuse, rassemblé ses pensées, puis a commencé à parler. Il s'est avéré qu'elle était l'ex-petite amie d'un des types musclés qui était avec Alexandre. Ils s'étaient séparés après qu'il ait été arrêté avec Alexandre. Elle était dans la voiture ce soir-là. Elle les attendait et a tout vu. Elle a raconté comment Alexandre avait attaqué Julie, déchiré ses vêtements, comment Pierre s'était battu avec eux. Mais ensuite, elle a ajouté quelque chose de nouveau. Elle a dit que quand Julie s'était enfuie, Pierre était resté. Et pas seulement resté. Il avait parlé avec Alexandre calmement, presque amicalement. Ils se connaissaient clairement. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de massue sur la tête. Elle a continué. Elle a dit qu'elle avait entendu des bribes de conversation. Alexandre parlait d'une vieille dette, d'un service que Pierre lui devait, et Pierre hochait la tête, acquiesçait. Ils s'étaient serré la main et s'étaient séparés. Je restais assis, incapable de bouger.
Pierre, l'ami de la famille, il connaissait Alexandre, il savait, et s'était tu. Mais ce n'était pas tout. La femme a dit que Pierre avait donné de l'argent à Alexandre. Pas beaucoup, mais il lui en avait donné. Et il avait dit que le reste viendrait plus tard, quand les choses se calmeraient. Je me suis levé et je suis sorti sans dire au revoir. Ma tête bourdonnait, j'avais la vision floue. Donc Pierre était de mèche avec Alexandre depuis le début. Mais alors pourquoi nous avait-il aidés? Pourquoi avait-il balancé l'information à ses patrons? Ou était-ce un jeu complexe à plusieurs coups, dans lequel j'étais un pion? J'ai appelé Pierre. Il a répondu joyeusement, comme d'habitude, à demander ce qu'il y avait. J'ai dit brièvement qu'on devait parler aujourd'hui. Il s'est tu, puis a dit « d'accord ». Il a donné un lieu et une heure. Le soir, on s'est retrouvés dans le même café où tout avait commencé. Pierre était assis à une table, jouait nerveusement avec un briquet. Il m'a vu, a hoché la tête. Je me suis assis en face, j'ai tout étalé, ce que j'avais appris, en le regardant dans les yeux. Pierre écoutait en silence. Quand j'ai fini, il a soupiré lourdement et a dit que oui, il connaissait Alexandre depuis longtemps, depuis les années 90. Ils avaient fait des coups ensemble, des petites choses, stupides. Puis Pierre avait arrêté, et Alexandre avait continué. Quand Alexandre était réapparu et avait commencé à menacer Julie, Pierre avait compris que c'était son occasion de se racheter d'une vieille dette. Il s'était arrangé avec Alexandre. Il aiderait à soutirer de l'argent à Julie, et Alexandre oublierait le passé. Mais ensuite, tout avait dérapé. Alexandre était devenu complètement fou. Il s'en était vraiment pris à Julie. Pierre n'avait pas supporté, était intervenu. La bagarre était réelle. Après ça, il avait compris qu'il fallait éliminer Alexandre. Pas par noblesse, par peur. Si Alexandre avait continué, le lien de Pierre avec lui aurait émergé. Et alors, tout aurait été fini. J'écoutais, et je sentais monter une vague de dégoût. Cet homme que je considérais comme un ami nous avait tous utilisés comme des pions dans son jeu. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la sortie. Pierre m'a appelé, a dit qu'il avait voulu bien faire, qu'au final, tout s'était bien terminé. Je me suis retourné et je l'ai regardé. J'ai dit un seul mot, « Ne m'appelle plus jamais », et je suis sorti. Je suis rentré tard. Julie attendait, ne dormait pas. Elle a vu mon visage, a tout compris. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai raconté. Elle écoutait en silence, puis a dit doucement qu'elle savait. Pas tout, mais elle se doutait que Pierre n'aidait pas par hasard, qu'il avait ses propres motivations. J'ai demandé pourquoi elle n'avait rien dit. Elle a baissé les yeux, a répondu qu'elle avait eu peur. Peur que si elle racontait, elle me perdrait, que ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. On est resté longtemps silencieux. Puis j'ai pris sa main. J'ai dit que j'étais fatigué. Fatigué des mensonges, des secrets, de toute cette merde. Mais j'étais là, et je n'irais nulle part. Elle s'est mise à pleurer doucement, sans sanglots, juste des larmes qui coulaient sur ses joues. Je l'ai serrée dans mes bras et je l'ai tenue ainsi jusqu'au matin. Cette nuit du Nouvel An, tout avait changé pour toujours. Mais nous avions tenu, ensemble.